Bonjour. Bonjour. Ma première question, c'est comment tu t'appelles et où est-ce que tu te trouves en ce moment? Alors, donc, je m'appelle Séverine Bourguignon et en ce moment, je me trouve dans mon atelier cabinet. Voilà, qui se trouve à enfin, c'est limitrophe 18e, 9e, 10e à Paris, au métro Ah, d'a Barbès. Mm, d'accord. Donc ça, voilà. c'est précis. Ouais, 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 mais c'est rigolo parce que c'est un carrefour. Voilà, l'articulation de plusieurs quartiers qui sont tous très différents les uns des autres. Et voilà, c'est rigolo. C'est pour ça que je le précise. Mmh. Qui es-tu, Séverine, comme personne? C'est-à-dire tes qualités, tes passions, tes engagements, tes combats, tes rêves, enfin, peut-être pas ta bio, parce que ça, on y viendra un petit peu après, mais vraiment qui tu es comme être, ici et maintenant, ce qui est bien. Mhm. Euh, alors, qui je suis? Je sais pas. J'ai un truc. Je suis vivante, voilà. Et oui, je me sens animée, hein. Il y a plein de choses, des passions. Ben, il y a l'art, hein, comme passion, la gestalt aussi. C'est un peu comme Obélix. J'ai l'impression qu'à un moment donné de ma vie, je suis tombée dedans. Et voilà, en tout cas, j'y suis entrée parce que j'ai eu un thérapeute qui était gestalt thérapeute et qui, à un moment donné, enfin voilà, il y a eu un groupe aussi avec ce thérapeute et Oh qui, là là là, tu anticipes trop mes questions. ouais, mais en tout cas, qui m'a fait voir Parce que ça, c'est mes questions de la suite, tu me brûles mes cartouches. Je reviens à toi, reviens. juste pour dire qu'il m'a fait voir la Gestalt comme une philosophie de vie, voilà. Donc, et à partir de Ah, là, c'est pour ça que je dis, je suis tombée dedans, quoi. J'ai eu l'impression que ça me correspondait vraiment, et c'est vrai que ça m'habite beaucoup. Et ça va bien à quoi avec. ça correspond? À quoi tu dis ça me correspond? Du coup, moi, je saisis. Ça correspond à quoi chez toi? Cette philosophie, à quoi ça nous renvoie de toi? À un langage. Je crois qu'à un moment donné, là où ça m'a vraiment correspondu, c'est que j'ai eu l'impression que la gestalt, c'était une façon de communiquer ou de pouvoir se dire à l'autre, que l'autre puisse se dire, et où en fait, c'était une langue qui s'adaptait à chacun d'où il était. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour toi, mais moi, j'ai pu m'exprimer sur mes images intérieures, par exemple, m'exprimer à travers ça qui est très présent, hein. Il y a beaucoup de visuels à l'intérieur de moi. Et j'avais l'impression que du coup, l'autre pouvait me comprendre sans être pour autant visuel. Donc, un langage où tout d'un coup, ça s'ajuste avec du verbal et du non-verbal. En tout cas, une capacité d'expression qui est plus large. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis, hein. Tu as Et, des images à l'intérieur de toi? ouais, plein. Ouais. Mais c'est très, il y a des images, des couleurs. C'est vrai que souvent, hein, c'est une ressource. Mm. Ouais. Comment tu fais pour t'appuyer sur tes ressources avec des couleurs et comment c'est? Je suis très curieuse de ça. Mm. Bah déjà, je les laisse exister, hein. C'est aussi là où moi, j'ai beaucoup évolué avec ça. C'est que j'ai pas toujours eu affaire à des personnes avec qui c'était possible de vivre comme ça, de m'exprimer de cette manière-là. Et oui, c'est vrai il y a souvent des choses qui viennent avant les mots, qui sont des images ou une sensation comme ça, une matière avant, hein, c'est le ça en Gestalt. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment très, très présent et très actif. Donc, apprendre à pouvoir me baser dessus pour pouvoir affiner et prendre le temps aussi d'affiner ces images, cet univers qui est à l'intérieur, voilà, c'est bon pour moi et c'est agréable, hein, c'est comme il y a une vie dehors, tu vois, il y a l'environnement dehors, mais à l'intérieur de moi, c'est aussi un monde qui est aussi grand que le monde à l'extérieur, en fait. Voilà. Mm. En sensation.
Et ce qu'on voit derrière, c'est des images, parce que tu as des images derrière dans ton fond, tu parles de ton atelier. Tu es quoi alors? Qu'est-ce que tu en fais de ces images quand tu n'es pas thérapeute? Alors, celles qui sont derrière moi, ce n'est pas des images à moi. J'ai accueilli dans le cabinet des artistes pour les portes ouvertes des ateliers d'artistes du 18e et du 9e arrondissement. Donc, c'est un artiste qui n'a pas encore enlevé tout son travail. Et du coup, ça peuple aussi à l'intérieur de mon cabinet. Et mes images, ben, en fait, jusqu'à l'année dernière, enfin juin 2020, j'étais artiste et thérapeute. Donc, j'exerçais et je faisais aussi de la formation. Donc, c'était beaucoup. Voilà, mes images intérieures, elles vivaient aussi au travers de cette expression artistique. Et à un moment donné, j'ai fait le choix de ne plus être que thérapeute. Et en fait, le côté artistique, il peut continuer à vivre, mais plus d'en faire un métier. Voilà. C'est-à-dire ne plus gagner ma vie avec la partie artistique, ce qui finalement me semble quand même plus juste, parce que c'est exigeant de voir voilà, vivre de son art, hein, voilà, vendre ce qu'on a à l'intérieur de soi. Voilà. Et du coup, des fois, par exemple, même en tant que thérapeute, je peux continuer de dessiner des choses. Je peux avoir des images très précises récemment sur comment expliquer visuellement la dysmorphophobie, hein, la façon dont on peut avoir une perception de soi un peu monstrueuse corporellement ou une partie de son visage et qui un peu qui nous hante. Donc, c'est essayer d'expliquer cette pathologie de manière plus visuelle, plus simple, sans mots, qu'on comprend en un instant en fait. Qu'est-ce que tu dirais de tes qualités, tes valeurs? De mes qualités, de mes valeurs. Donc, on reste toujours sur la même chose. Finalement, la créativité, c'est une qualité. Et comme valeur liée à ça, c'est l'envie de le transmettre. Moi, j'aime beaucoup apprendre. Donc ça, c'est super. Ça m'amène vraiment la curiosité. Ça fait partie aussi de choses que je trouve être mes qualités. Et j'aime apprendre et apprendre des autres. Et j'aime aussi beaucoup transmettre. Je trouve que c'est super important. Par exemple, être thérapeute, c'est aussi parce que moi, un jour, j'ai beaucoup reçu. Et tu vois, ça me touche de pouvoir le dire hein, comme ça, mais moi, j'ai eu envie d'être cette personne pour quelqu'un d'autre. Voilà. La sensibilité aussi, c'est une de mes qualités. Ouais. Le partage, voilà, cette transmission, ce partage, le fait que quand on a la chance d'habiter, je suis vraiment émue de le dire, mais oui, moi j'ai l'impression d'avoir de la chance de pouvoir vivre en sécurité, de la chance d'être dans un pays démocratique, de la chance d'avoir pu entrer en résilience, c'est-à-dire avoir eu la capacité d'aller bien, hein, d'aller mieux, de trouver des bonnes personnes. Et j'ai l'impression, oui, qu'à un moment donné, c'est bon de pouvoir le redistribuer aussi. Hein. Voilà, alors il faut faire, je trouve, assez attention à ne pas devenir dogmatique ou à ne pas vouloir le faire avec trop de volonté, mais en tout cas, moi, c'est vraiment, ça m'habite beaucoup. Envie de transmettre que créer, c'est possible aussi. Moi, je viens d'un blocage créatif. J'ai arrêté de créer en terminale après avoir été pendant 2 ans humiliée par un prof de dessin. Donc voilà, quand maintenant je fais des ateliers art et thérapie, enfin Gestalt et art, c'est important pour moi de pouvoir remettre ça en route chez d'autres personnes. Hein, et leur dire c'est bon, je m'en occupe avec vous, je reste à côté et moi je sais que c'est possible. Voilà, ça fait partie de mes valeurs, cette petite séquence émotion. Tes idéaux?
Moi, je crois que c'est un peu, ça va avec ça, je crois la capacité d'agir sur le monde qui m'entoure. Ça fait partie de mes idéaux, donc c'est un peu compliqué parce que ça met un peu en rapport avec de l'éthique, hein, qui je suis moi, est-ce que moi je suis mieux que quelqu'un d'autre pour changer ce monde, en tout cas, j'ai pas l'impression que tout le monde ait envie de faire ça. C'est un peu comme une volonté politique, mais sans faire de la politique. Voilà. J'ai trouvé des petites marches, des petites choses qu'on peut changer. Voilà. Et ça commence par autour de soi, tout simplement. Voilà, hein. Après, on a aussi parlé des écouteurs de rue. Ça fait partie de mon idéal, hein, pouvoir faire des choses où on dit que c'est pas possible. Voilà, ça me plaît beaucoup, en fait. Alors, mais les écouteurs de rue, ceux qui vont nous regarder ne savent pas en fait pourquoi je t'ai contacté. Enfin, j'étais très touchée, moi, et très mobilisée par cette initiative que tu as eue, mais je veux bien que tu en parles un petit peu parce que ça fait partie de toi, tes idéaux, tes valeurs, ta spécificité. Moi, ça m'a plu ta différence à cet endroit-là, pas être un thérapeute comme tout le monde. Il y a quelque chose d'un petit peu... Là c'est une thérapeute de rue. Voilà, moi j'aime bien. On doit s'adapter à notre monde. Il y a des codes, il y a des règles, et puis il y a des failles. Et c'est vrai que moi j'aime bien les failles, les endroits où on peut faire des choses et qui ne sont pas encore fermés par des tas de règles. Moi, par exemple, je suis intervenue au collège avec des collégiens en tant qu'artiste. Et c'était trop bon de pouvoir entrer ou à l'école, ou tu vois, parce que j'ai fait primaire, maternelle, collège, mais d'être vraiment dans ces espaces où normalement on n'a pas le droit d'aller et de pouvoir distiller des petits messages comme ça positifs, des petits messages d'espoir, de planter des petites graines dans les jeunes. Ça, c'était Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur dis? C'est quoi les petits messages que tu leur as dit? Moi, les petits messages, c'est quand je vois leur potentiel. Je trouve que, alors bon, peut-être je me fais une idée, mais moi, j'ai l'impression qu'en tant que thérapeute, on voit ça beaucoup. Comme on ne juge pas, on reçoit l'autre avec ce qu'il est, voilà, entier. Et donc, c'est quand on voit les capacités d'un enfant, un endroit où il n'est pas comme les autres, de pouvoir lui dire, tu vois, là, tu n'as peut-être pas confiance en toi, mais ça, tu le fais super bien. Tu vois, peut-être écrire, c'est difficile pour toi, mais par contre, parler, quand tu racontes une histoire, c'est vraiment formidable. Et ça, tu as un vrai talent d'orateur, et de pouvoir le lui donner. Voilà, ça, j'aimais beaucoup. Donc, il y a la faille à l'école et puis il y a la faille dans la rue où, du coup, les écouteurs, c'était un petit peu ça. C'était mettre le pied dans la porte pour qu'elle reste ouverte à un endroit où, en habitant dans le quartier de la Goutte d'Or, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin. Alors, je m'en suis rendu compte en étant pendant plusieurs mois dans l'espace public, en travaillant en tant qu'artiste, et les gens venaient me parler, mais comme ça, spontanément, et me raconter des choses assez intimes d'eux. Et je me suis dit qu'en fait, il y avait cet espace voilà, pour faire de la thérapie dans la rue. En tout cas, de la thérapie, c'est peut-être le mot est fort, mais de l'écoute et d'écouter les gens. Et donc, les écouteurs de rue, c'est des personnes formées, des thérapeutes, des psychothérapeutes, des psychologues qui sont dans la rue et qui proposent, offrent de leur temps et de leurs compétences et de leur écoute aux personnes qui en ont envie et besoin. Voilà, et ça existe depuis avril 2019. On essaye de faire une écoute par mois, donc on est pendant 2 heures dans la rue. Et voilà, au départ, c'était un petit peu comme ça, un petit peu dire est-ce que c'est fou comme projet, est-ce que et puis en fait, c'est pas fou, il y a un besoin, il y a des rencontres, mais voilà, c'est super. Humainement, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple. On regarde pas
la couleur de peau, on ne regarde pas le niveau social. Il y a un coup d'œil comme ça, une accroche, et puis pof, on est ensemble et c'est simple. Voilà. Et est-ce que ces gens reviennent? Est-ce qu'il y a une régularité? Ils savent que vous allez être là le mois prochain, ils reviennent vous voir ou c'est juste des rencontres comme ça qui passent? Alors, c'est arrivé une fois, peut-être deux, qu'il y ait des personnes qui reviennent, mais pour l'instant, c'est très rare. Il faut dire aussi qu'on a été quand même pas mal arrêté par le Covid, parce que à ces moments-là, voilà, c'est là où je dis, il y a un moment donné, c'est un équilibre. À la fois, je peux sentir les failles ou là où il n'y a pas de règles, mais je respecte quand même, et là, on respecte les règles, c'est-à-dire que je ne nous voyais pas être dans la rue alors que c'était interdit d'être dehors ou dangereux d'être dehors. Donc, à ce moment-là, on n'a pas été, on a fait des écoutes auprès d'étudiants pendant des distributions alimentaires. Donc, c'était un moment où on aurait senti une dynamique et on s'est dit, ça pourrait arriver qu'il y ait des personnes qui reviennent. Et moi, je n'exclus pas que les personnes reviennent, mais en principe, on donne aussi des ressources pour quelqu'un qui aurait besoin d'être écouté, enfin pour qui c'est du soutien ou de l'aide psychologique. On va donner des adresses où il peut la porte ouverte, où il peut être écouté, les adresses des Psy du Cœur, de l'Absos, des CMP. Voilà, on donne des adresses. Ça, c'est pour ce qui est psychologique, mais aussi après des renseignements sur le droit, sur le logement. On ne donne pas toujours des adresses, pas à chaque écoute, mais on le fait. Si bien que finalement, c'est presque rassurant que les gens ne reviennent pas. Ça veut dire que voilà, peut-être ils ont trouvé la ressource nécessaire pour eux. Voilà. Et ça peut durer de quelques minutes à vraiment 45, 50 minutes de passer avec une personne dans la rue, assis l'un face à l'autre. Voilà, on a des chaises, on est dans un endroit qui est hyper passant, très bruyant parce qu'il y a du monde, il y a des voitures, avec un commissariat pas loin, donc des sirènes. Et voilà, et dans tout ce bazar, nous, on s'organise et on rencontre des gens. Voilà. Et j'espère qu'on fait du bien aussi à ces personnes qu'on rencontre. Est-ce qu'il y a eu des figures qui t'ont inspiré, des gens qui t'ont influencé dans ta vie, qui ont fait que tu es devenue celle que tu es aujourd'hui? Est-ce que il y a des gens dont tu as envie de nous parler, des figures majeures d'influence ou d'inspiration? Il y en a déjà une du coup que j'ai citée, qui est mon thérapeute. Voilà, en fait, tous mes thérapeutes, à nouveau, ça me reprend, hein, c'est dingue. Donc, c'est vraiment des figures majeures. Évidemment, voilà, je peux le dire, parce que se recrée avec notre thérapeute un attachement. Hein, donc, quand tu dis figure majeure, c'est presque voilà, une figure d'attachement, presque comme si c'était notre parent. Ça devient le père qu'on aurait aimé avoir, quoi. Ouais. Ouais. Prends 5 minutes quand même. Voilà, je vous fais ma petite séquence émotion. Enfin, en même temps, tous les Gestalt thérapeutes ont eu un ou deux thérapeutes qui sans doute auront été très importants. Donc, oui. Ouais. On peut penser à eux. Hein, voilà, c'est une petite minute. Ouais, je me retrouvais vachement dans ce que tu disais à propos de quand on a reçu d'avoir envie de se mettre dans la chaîne et d'être celui qui transmet à son tour, de faire aux autres, en tout cas de tenter d'essayer de faire aux autres ce qu'on a soi-même reçu et qui a été si important. Bien sûr. Ouais. Et ça va bien avec le nom aussi. Tu vois, quand c'est Humans of Gestalt, hein, cette chaîne, cette filiation, voilà, c'est vrai que je trouve que c'est tellement important. C'est comme si on était rattaché, parce que mon thérapeute lui-même a eu un thérapeute. Enfin, voilà, des gens importants. Voilà, en gros, moi, je suis là aujourd'hui parce qu'il a été là. Mmh.
Voilà. C'est très fort. Mm. Ouais. Voilà. Ça aussi, je crois que les gens qui me connaissent me reconnaîtront en me voyant pleurer. Tu es quelqu'un qui pleure? Ah oui. Et en fait, j'aime beaucoup ça. Enfin, j'aime pas pleurer, après j'ai les yeux et tout ça, mais si quand même me sentir que moi je peux être touchée, voilà, par le monde, par les gens, je trouve ça important. Bon, on parle des hypersensibles, voilà, hein, et comment ça peut être aussi un handicap finalement. Moi, je me dis, ben voilà, aujourd'hui, je peux pleurer. Ben, voilà, cette vidéo, elle est enregistrée pour peut-être des années, mais moi, envie de dire que oui, c'est possible de pleurer. Voilà, c'est OK, quand c'est nous, quand c'est vrai, quand ça fait du bien. Voilà. J'imagine que tu as eu d'autres figures d'influence que celle-là. Est-ce que, à cause de mon retard, je vais être obligée de cadrer le temps plus que ce que je n'aurais eu envie, mais du coup, est-ce que tu peux... Oui, parler d'autres personnes. Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie ou est-ce que c'est juste... Je sais... Oui, oui, mais c'est vrai que enfin, cette personne-là, elle ressort plus que d'autres, même si voilà, il y a deux autres thérapeutes auxquels je pense. Ça a vraiment été. Après, il y a eu un prof de dessin qui a été très important, hein, en classe de sixième. C'est vraiment lui. Pourtant, il n'était pas spécialement affectif, hein, et d'ailleurs, je ne peux pas dire non plus que mon thérapeute dont je parle était quelqu'un de particulièrement affectif. En tout cas, affectueux, il était très doux, mais pas. Mais surtout, c'est les valeurs qu'il véhiculait, hein. Peut-être le cadre, justement, avoir à la fois du cadre et en même temps, voilà, ce prof de dessin auquel je pense, c'est surtout les exercices qu'il proposait à ses élèves. On sentait qu'il aimait ça, qu'il était animé, hein, par quelque chose. Et lui, il m'a fait découvrir vraiment quelque chose auquel moi, de par ma culture, ma famille, où la culture n'était pas du tout présente, en tout cas, ça a été tout d'un coup de découvrir que j'aimais ça. J'aimais bien patouiller. Et puis, il y avait plein, on collait, on faisait de l'encre de Chine. Donc, lui, ça a vraiment été une révélation. Euh, Après, ben, il y a eu, je pense à une prof de piano. Je faisais du piano, mais en fait, j'allais chez elle et je pleurais. Donc, j'étais très malheureuse et c'était l'endroit où je pouvais raconter mes malheurs. Donc, bon, ben, voilà, j'ai pas appris beaucoup le piano, mais par contre, ça m'a fait du bien qu'elle soit là et qu'elle soit très gentille. Donc, et ça, j'étais plus petite. Donc, tu vois, c'est CM1, CM2. Ouais. Voilà. Il y a des artistes qui sont très importants pour moi, hein, enfin, en tout cas, dans ce qui transmettent, ce qu'ils sont en tant que personne. Voilà, il y a et surtout des artistes, plutôt des artistes femmes. En tout cas, c'est elles je crois que j'ai plus envie de parler, surtout à une période où on commence à se souvenir qu'il y a eu des femmes importantes dans les sciences, dans les arts, dans la littérature. Donc voilà. Et puis j'aime bien aussi des artistes. Alors, il y en a qui ne sont pas vivantes, hein. Je pense à Ana Mendieta, qui était une artiste cubaine, qui a été, on suppose, balancée de son immeuble par son compagnon de l'époque. Sa vie s'est arrêtée un peu brutalement, mais elle était vraiment à cheval entre deux cultures, la culture cubaine et américaine. Et elle a fait vraiment un travail qui est un peu viscéral, quoi. Il y a un côté comme ça, très dans la terre. Voilà. Il y a Fabienne Verdier qui me fascine, qui est une artiste contemporaine. Et enfin, en tout cas, c'est des gens qui, je sais pas, qui attirent, qui nous tirent vers le meilleur de nous-mêmes. Voilà, à qui je pense là, comme ça, en figure importante. Ouais. Et en te disant ça, tu vois, je vois qu'il y a un creux. Il y a toute une période où il y a eu un creux où je n'ai pas tellement trouvé ça. Et alors que c'est différent depuis ces dernières années. C'est vrai qu'en étant avec la Gestalt, je rencontre quand même des gens très inspirants et très inspirés. Et c'est vrai que ça fait du bien. Des gens qui sont très, très ouverts
dont les centres d'intérêt sont vraiment voilà, larges. Et c'est vrai que aussi, voilà, c'est repartir dans un filon, dans quelque chose ouais, qui vibre, qui vit, où on sent les choses. Est-ce qu'il y a une situation qui t'a demandé dans ta vie de la ressource, de la créativité et qui t'a forgé aussi? Est-ce qui a été positif, pas positif, enfin comme tu sens, mais une situation dont tu sens qu'elle a contribué à devenir aussi la personne que tu es aujourd'hui. Oui, il y a eu un nom qui a été oui, un nom d'opposition hein, à mes parents, hein, un nom qui m'a amené très jeune à ne plus vivre avec mes parents, mais ça a été oui, fondateur pour moi. Salvateur, fondateur. Après, bon, tu vois, c'est toujours pareil, il faut des allers-retours pour comprendre ce qui se passe, la nécessité de ce moment, mais ça a été, oui, super, super important. Bon, je pense à celui-là qui est très marquant. Après, dans ma vie, il y a eu d'autres moments. Hein. Il y a eu des moments d'impasse, par exemple en travail thérapeutique aussi, où là, c'est dur d'y faire face et de sentir comme ça. Ouais, il y a deux moments. Un autre moment aussi auquel je pense, qui était plus lié à un bilan de compétences, un moment de reconversion dans ma vie, le moment où je travaillais en entreprise et je devais faire une lettre pour faire une demande de formation et je n'arrivais pas à faire cette lettre. Et la personne qui m'accompagnait m'a dit bah, peut-être tu n'es pas prête. Il faut laisser tomber parce que ça faisait 3 ou 4 fois que je la... Et j'étais dans un état, mais pas possible. Parce que autant là, je peux pleurer, mais me réguler très vite. Mais là, je n'arrivais pas à me réguler et elle m'a dit oui, bah, peut-être c'est pas le moment. Oh là là. Et ça, c'est un moment d'impasse parce qu'en effet, je me rendais compte que j'étais à une limite personnelle. Et où il m'a fallu, ouais, c'est comme de sentir que c'est le fond de la piscine et il faut donner un coup de pied pour remonter. Ouais, et là, ça demande à juste sentir qui on est, nous, et d'oublier toutes les peurs, tout ce qui va se passer, de lâcher complètement le contrôle. C'est vraiment toucher le fond, mais dans le fond, comme on pourrait dire chez les gestaltistes, le fond de qui on est. C'est pas seulement le fond de la piscine, mais s'appuyer sur, aller jusqu'en bas pour trouver son fond et puis pouvoir se remettre en mouvement. Oui, exactement. Et revenir à quelque chose de beaucoup plus essentiel. Hein. Parmi les essentiels, il y a ton genre. Oui, mon genre. Ben justement, j'aime bien travailler avec des jeunes et les jeunes portent un message aujourd'hui que je trouve mais génial sur le genre. Ils sont beaucoup plus ouverts que nous sur le genre, beaucoup plus flexibles et ça très tôt. C'est assez étonnant, mais et moi je trouve qu'ils m'ont autorisé à justement avoir cette réflexion-là sur le genre. Moi, je me sens plus, on va dire, gender fluide. C'est-à-dire que, bon, ben oui, je suis une femme, mais je serais un mec, c'est pareil. Je trouve pas, ouais, j'arrive pas à sentir, j'entends qu'il y a des personnes qui disent que c'est très différent, qu'ils sentent bien que voilà, ils sont une femme et tout, et que c'est pas pareil d'être un homme ou une femme. J'ai lu les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Et moi, c'est vrai que ça ne me parle pas. Même en tant que parent, je me sens parent, je me sens pas mère. Et je trouve que finalement, mon compagnon est plus mère que moi. Moi, je suis plus père dans les définitions peut-être traditionnelles. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être plus récent, mais ça vient de ces jeunes qui m'autorisent moi aussi à me dire, bon, finalement, non, il y a des jours, je me sens plus gars, et puis d'autres jours, je me sens plus fille, enfin femme, voilà. Donc, mon genre n'est pas forcément... voilà. Je trouve que ça me définit plus d'être plus fluide. Voilà. Mais je me sens aussi attachée à mon éducation. C'est-à-dire que, moi, j'ai grandi avec
ça n'existait pas, ces possibilités d'autres définitions, de dire est-ce que je peux aimer des hommes et des filles, voilà, le côté pansexuel. Je dis pareil, j'adore. Moi, je trouve ça tellement juste que ce soit la personne qu'on rencontre qui est importante et pas notre orientation sexuelle ou le genre de la personne qu'on rencontre. Voilà. Ouais. Par rapport à ça, j'entends qu'il y a des personnes qui, je sais pas, qui ont du mal à comprendre même la transidentité, tout ça. C'est vrai que pour moi, c'est quelque chose où ça met des mots sur quelque chose où il n'y en avait pas, où ça met des concepts sur quelque chose où il n'y en avait pas, et où je me sens très bien avec. Ça me donne beaucoup de liberté. C'est la même chose pour ton âge? Est-ce que c'est quelque chose d'aussi fluide pour toi, l'âge? Oui, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que voilà, là, l'année prochaine, j'aurai 49 ans, enfin 48 maintenant, du coup. Et, tu ne sais pas du tout, hein? Voilà. Et tu vois, ça conserve, en fait, c'est le côté demi-folle. On dit les thérapeutes, c'est des demi-sages, demi-fous. Bon, moi, je sens beaucoup le côté demi-folle. Et non, une jeunesse ouais, ça, je me suis toujours sentie jeune. En tout cas, voilà, j'ai pas 15 ans dans ma tête, j'en ai 25. Et c'est assez stable. Voilà, donc c'est vrai que ça creuse un écart entre le corps, la tête qu'on a, nos capacités et comment on se sent agile dans l'esprit. Et c'est pour ça que j'aime les jeunes gens. Ils sont, voilà, je ne sais pas, c'est une explosion chez eux. Enfin, il y en a qui ont du mal, mais malgré tout, quand même, ils ont des envies, il y a des rêves, il y a des choses qui les portent, et puis il y a de la nouveauté aussi, hein, des choses qui font que nous, on se remet en question, ou on doit en tout cas se questionner, pour bien vivre avec eux. Et puis le cabinet de thérapie où on rencontre le monde vient à nous aussi, le monde sous des facettes. Je trouve qu'on a une chance folle, voilà, d'être à ces endroits-là tellement précieux, tellement personnels avec les autres, et que l'autre nous autorise et nous fasse confiance à ces endroits-là. Et dans ton expérience du monde, là où tu en es avec ton âge, la fluidité de ton genre, tout ça, c'est le quartier où tu habites, le monde dans lequel tu es, intérieur, extérieur. Comment est ton rapport au pouvoir et au privilège? Oh là là, la question. Ouais, elle est large. Du coup, écoute. Ouais. Je crois que ça revient à ce que j'ai dit plus tôt. Hein, j'ai de la chance. De la chance d'être éduquée, de la chance d'être blanche. Ça, donc, en ça, du coup, je réponds peut-être plus au privilège. Je peux sentir, hein, en effet, qu'il y a quand même toujours des a priori, des préjugés qui existent. On a pu le voir, je dis du coup, en tant que couple avec mon conjoint, pour nos enfants qui sont restés dans l'école de la Goutte d'Or aussi, les inégalités, donc aussi la capacité que nous, on a à s'autoriser, à aller vers les figures d'autorité, des directeurs d'école, des enseignants. On se sent à égalité avec eux, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On m'a mis une langue qui est commune. Voilà, ça m'est déjà arrivé d'accompagner des personnes au commissariat et en fait, j'ai accompagné. Mais à un moment donné, j'interviens parce que si je n'interviens pas, parce que la personne n'a pas les mêmes mots et elle ne s'adresse pas en se positionnant haut, on ne va pas la laisser rentrer dans le commissariat faire une déposition. Et si moi, je parle en invoquant des droits, en connaissant le droit, en parlant, en m'adressant à eux comme si j'étais un supérieur hiérarchique, ils vont me laisser rentrer. Ça, c'est du vécu qui est dur, mais qui existe. Et en fait, c'est toujours pareil. Hein, je ne sais pas si je peux comprendre
en effet ce que ça veut dire d'être une autre couleur de peau et des oppressions, ou ni d'être, par exemple, transgenre. Hein, je ne veux pas prétendre, mais en tout cas, moi, j'aimerais être quelqu'un qui défende aussi et qui aide à ce que les voix soient entendues. Donc, voilà, parce que justement, j'ai cette possibilité-là, cette place qui me le permet. Je suis pas, on ne va pas venir m'embêter demain si je râle parce que moi, j'ai mes papiers. J'ai pas, voilà, je ne vis pas une situation précaire. Et ça c'est le rapport au privilège. Après, le pouvoir, qu'est-ce que c'est le pouvoir? Voilà. En tout cas, la capacité d'agir. Si quand on a de la capacité d'agir, on a du pouvoir. Et ça on voit par rapport, je pense à des migrants, mais je pense au travail aussi personnel, au travail thérapeutique. Quand on retrouve de la capacité d'agir, même sur une petite situation, on retrouve du pouvoir. Hein, donc, ça, c'est à plein d'endroits. Et moi, mon pouvoir, enfin, en tout cas, je me focaliserai plus sur ce type-là de pouvoir que j'aspire pas à devenir. Il y a des gens qui me disent des fois, comme dans mon quartier, je fais des choses, ouais, tu devrais être maire, tu connais tout le monde et tout. La politique, ça m'a jamais intéressée. Moi, je préfère les choses, le terrain en fait. Le terrain, c'est une façon de faire l'expérience, c'est très gestaltiste. Hein. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment une philosophie de vie, ça imprègne partout. Faire l'expérience, aller vraiment dans le concret. On ne dit pas c'est ça qui se passe ou quoi. Moi, c'est vrai que du coup, les choses que je peux dire, je peux en témoigner parce que ça m'est arrivé. Alors, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais en tout cas, quand je dis quelque chose, j'ai pu vérifier que c'est vrai. Parce que sinon, après, je n'ai pas la tête ou l'intellect de défendre des trucs d'achéon. Non, je pense que je crois à la force du témoignage. Tu crois à la force du témoignage, tu étais patiente, tu es devenue thérapeute. C'est comme ça que tu es venue à la Gestalt. Est-ce que et tu es devenue gestaltiste parce que tu avais un thérapeute gestaltiste, c'était vraiment ça que tu voulais faire ou c'est un peu par hasard? C'est quoi ton cheminement vers la Gestalt thérapie? Oui, on peut dire que c'est un hasard. Hein. Après, j'ai essayé d'autres méthodes et ça m'a pas été. Voilà. J'ai eu aussi une part de chance dans la façon dont j'ai trouvé. Et mon premier thérapeute, il n'était pas gestaltiste, il était plutôt humaniste, jungien, mais il avait une manière, il était dans une thérapie qui était très relationnelle. Et c'est vrai que moi, j'adore la gestalt, mais on sait, je crois maintenant qu'il y a des études qui disent que ce qui soigne, c'est pas une approche en particulier, c'est la relation qui soigne. Donc, c'est l'attention et la confiance voilà, qu'on va pouvoir avoir dans la personne avec qui on travaille. Voilà, j'ai conscience aussi de ça. Mais c'est vrai que moi, la gestalt, je trouve que quand même, c'est pertinent. Et puis, moi, je suis une gestaltiste PGRiste. Oui. Et oui, donc ma gestalt, elle est, moi, c'est vrai que je trouve que c'est comme une gestalt augmentée, parce que elle s'est augmentée de la relation d'objet, augmentée de la thérapie basée sur la mentalisation, voilà, sur toute la théorie du développement. Donc je trouve aussi qu'il y a d'autres choses qui arrivent là, d'enrichissantes. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu en fais? Tu es devenue thérapeute? Pardon, je t'ai coupé. Non, moi aussi, du coup, je n'ai pas entendu ta question. J'étais déjà happée par ta question. Je suis un tout petit peu stressée parce que j'ai tellement peur que tu sois en retard que peut-être que, excuse-moi, je ne te donne pas tout le temps que tu mériterais. Tu me dis si je vais trop vite et si tu as besoin de ralentir un peu. Écoute, déjà, j'ai beaucoup d'attention. Je me sens gâtée que tu prennes ce temps pour moi. Donc, ne t'inquiète pas. C'est moi qui me sens privilégiée que tu m'accordes ton temps parce que c'est tellement intéressant ta façon de raconter ton parcours et puis aussi ce que tu en fais. Du coup, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce que tu en fais? Tu es toujours artiste, tu ne vis plus de ton art, mais tu vis de la thérapie maintenant. Comment tu la pratiques, la gestalt thérapie, dans ta vie professionnelle et ailleurs peut-être? Ouais.
Ben, déjà, la vie professionnelle, je crois que pour beaucoup d'entre nous, ça occupe quand même pas mal de place, hein. C'est toujours ce truc où on dit, même quand on est en entreprise, on se dit finalement, on passe plus de temps avec nos collègues qu'avec nos conjoints ou notre famille. Donc, on passe quand même du temps à le pratiquer, enfin, à pratiquer notre métier. Moi, c'est vrai que je le fais en cabinet. Je le fais aussi, alors là, ça s'est arrêté malheureusement pour des raisons politiques, mais je travaillais à Mantes-la-Jolie avec des jeunes décrocheurs scolaires, donc dans quelque chose qui était très social. Et ça, j'avoue que j'adore, et je me rendais compte à nouveau un privilège, une faille, c'est-à-dire que j'ai pu, parce que j'y suis rentrée en connaissant la personne qui a monté cette structure, donc on est des thérapeutes non réglementés, enfin des professions non réglementées, et donc normalement c'est un psychologue, c'est-à-dire enfin, des gens ayant un certificat ou un diplôme particulier qui auraient occupé ce poste. Mais là, j'ai pu l'occuper, et à nouveau, c'est un peu hors la thérapie dans le champ social, c'est-à-dire hors de nos cabinets habituels. Et franchement, c'était une expérience, c'est dur, parce que c'est aussi la réalité de ces jeunes, de ces enfants hein, qui sont placés dans des foyers, qui ont des situations familiales extrêmement dures ou des situations scolaires avec du harcèlement. Enfin bon, c'est vraiment, on est quand même dans des choses un peu trash parfois, hein, beaucoup de trauma aussi. Et ça, je trouve ça passionnant. Donc, je pourrais dire, ouais, dans ma vie, j'aime bien le mettre dans du social. Mon conjoint, des fois, il me dit, quand est-ce que tu travailles avec les bourgeoises du 18e? Ce serait de la nouveauté. Oui, mais ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion, je pense, dans mon histoire, de mes grands-parents qui étaient paysans, qui étaient des gens simples. Je trouve ça important aussi même de savoir ce qui se passe en étant privilégié, hein, même si moi je suis pas Rothschild, mais quand même j'ai de la chance de pouvoir vivre et dire ce que j'ai envie de dire. Donc ce côté de ne pas perdre je crois que les peurs en fait, elles sont à ces endroits-là. Quand on perd la connexion avec une partie du monde. Et moi là, le fait d'être en contact avec le social, avec des gens différents de moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur de ce monde. C'est vrai que j'aime ce monde. Je trouve qu'il y a des gens magnifiques. Et ça me meut beaucoup. Voilà, ouais, c'est vrai. Donc, tu es un peu contraphobique, on va dire. Je le vis pas comme ça, mais je pourrais imaginer que pour ne pas avoir peur, je vais beaucoup vers le monde, à la rencontre de ce monde, et puis en disant, alors, est-ce que ça fait si peur que ça? Est-ce qu'il y a des trucs vraiment durs? Mais en fait, c'est pas moi qui les vis, les trucs durs, c'est les gens que je rencontre qui vivent des choses vraiment difficiles. Quels sont les concepts que tu aimes dans la Gestalt, hein? Tu as dit, tu fais partie tu as été formée à la PGRO. Du coup, quels sont les concepts qui sont importants pour toi, que tu utilises dans ta pratique, peut-être de façon plus privilégiée, je ne sais pas. L'expérimentation, la créativité. Je crois que c'est les deux un peu mes fondamentaux, même si voilà, hein, quand je travaille des fois en individuel, je ne suis pas toujours dans la créativité à tout prix. Et il y en a un qui me plaît beaucoup dans la Gestalt, qui est la responsabilité et l'autonomie. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Moi, je me suis jamais sentie prisonnière de mon thérapeute ou dépendante. Hein. Pourtant, je me suis attachée à mes thérapeutes parce que je continue à avoir une thérapeute à qui je suis très attachée aussi. Donc, je m'attache, mais en même temps, ça ne crée pas une dépendance. Ils me rendent plus forte, plus capable d'aller seule, de regarder seule le monde. Et au contraire, hein, je trouve que ça rend très fort d'être comme ça, d'être toujours, toujours responsable, libre de soi-même, de savoir qu'on est quelqu'un, notre propre parole compte, a de la valeur, hein, savoir s'appuyer sur soi-même. Ouais. C'est ce auquel je pense tout de suite, c'est vraiment immédiat là. Et est-ce qu'il y a
qu'est-ce que la gestalt thérapie, dans sa spécificité, a pu changer en toi en tant que personne? Moi, j'ai fait un refondement total. Hein. J'ai commencé à faire un travail, donc on est en 2021. Ma première séance de thérapie, elle s'est passée en 2001. Et on peut dire que depuis, même s'il y a eu des tranches, des coupures, j'ai toujours été en travail, en groupe, en individuel, en formation. Et donc, c'est une refonte totale. Et on va dire qu'entre les 20 premières années de vie, ou enfin les 25, il y a quasiment moitié de vie sans et moitié de vie avec thérapie ou travail personnel. Et ça a tout changé, mais ça m'a permis surtout d'être qui j'étais dès le début. Moi, je reconnecte à cet enfant que j'étais, qui avait cette curiosité, peut-être aussi comment ces questions un peu chiantes d'enfant. Dis, tonton, pourquoi tu sens mauvais de la bouche? Des trucs comme ça. Voilà, les enfants qui voient des trucs et qui osent dire des trucs. Voilà, Et aujourd'hui, par exemple, en tant que thérapeute, l'intégrité et la sincérité qui comptent tellement pour l'alliance, moi, je l'avais déjà quand j'étais, on va dire, minote, pour utiliser un terme un peu du Sud, mais des petites. J'avais ça, cette joie de vivre, cette envie d'aller vers le monde, d'explorer, et cette soif aussi de culture que je n'ai pas eue. Je l'ai eu d'une certaine manière parce que j'ai beaucoup voyagé enfant. Hein. Mon père, il était expatrié, donc j'ai eu la chance de voyager. Je pense que ça a ouvert par rapport à mon milieu d'origine. Mais ce qui m'a fait énormément de bien, c'est à un moment donné de pouvoir lire, de m'autoriser à aller voir une expo sans être obligée de connaître les dates, comment. Alors ça, c'est du surréalisme, ça, du futurisme. Voilà, de pouvoir juste y aller avec en relâchant, parce que moi, je suis pas trop, comment, on va dire, à la fois, je suis une intellectuelle, mais je suis pas trop, je retiens pas tout. J'ai pas besoin de tout retenir. C'est pas grave si je sais pas. Ben voilà, c'est comme ça. Je préfère vivre que m'astreindre, voilà, à tout savoir, à retenir tous les noms d'auteurs et tout. Est-ce que c'est vraiment ça qui est important? Voilà. C'est quoi ton meilleur souvenir de la Gestalt et c'est quoi ton pire souvenir de la Gestalt? Ça peut être en tant que thérapeute ou en tant que client ou en tant que ce que tu veux, formateur. Ben, je crois que c'est le même. Et c'est ma première séance de Gestalt. Mais ça m'a juste renversé, ça m'a mis à l'envers, quoi. Moi, j'y allais parce que j'avais des problèmes. J'étais une jeune femme et j'avais des problèmes amoureux. Je tombais toujours sur des hommes qui étaient vraiment pas des hommes comme il me fallait. Et en fait, je suis arrivée, je disais au thérapeute, en me victimisant un petit peu, mais je disais oui, j'ai l'impression que je les empêche à terme de faire ce qu'ils veulent et tout ça. Et il m'a dit, ben, levez-vous et montrez-moi comment vous allez m'empêcher de faire ce que je veux faire, d'aller où je veux aller. Alors là, déjà, moi, j'imaginais qu'on allait être tranquille, assis, levez-vous et faire quelque chose. Quoi faire? Le moment de panique, c'était horrible. Enfin, horrible. Horrible et en même temps tellement surprenant. C'est comme un énorme coup de pioque qui sort d'une ornière, là, comme ça. Et voilà. Et puis, ben, j'ai essayé de l'empêcher et je n'y suis pas arrivée parce qu'il n'a pas tellement forcé, mais je me rendais bien compte presque avant que la chose se produise. Mais en la faisant, ce n'était pas possible. Je n'ai pas pu l'empêcher de passer. Et il m'a dit, ben, voilà, qu'est-ce que vous avez à dire de cette expérience? Ben, j'ai compris. Et voilà, à la fois, il y a eu beaucoup de honte, d'inconfort, de malaise, de nouveauté, d'être surprise, d'être exposée de cette manière-là. Et en même temps, c'était tellement radical, tellement génial, tellement… Voilà, c'était simple et efficace. Voilà, donc c'était, je crois, mon meilleur et mon pire moment. C'est vrai, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une communauté gestaltiste et si oui, est-ce que tu en fais partie? Oui, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une communauté.
J'entends qu'il y a des fois des batailles de chapelle, que moi, je ne comprends pas très bien, parce qu'en fait, même en étant avec d'autres personnes, je sais qu'il y a une femme dont j'ai beaucoup aimé l'intervention, enfin, il y en a énormément dans les formateurs, mais elle, particulièrement, ce qui m'avait touchée, je vais citer son nom, elle s'appelle Sophie de Coster, et en fait, elle disait qu'elle n'était pas PGRiste, elle était plutôt du courant phénoménologie, et elle venait nous faire une formation sur la déontologie. Et j'ai trouvé ça tellement classe. Moi, je me dis, ben ouais, c'est ça la gestalt en fait. Il y a pas, on s'en fout. Le tout, c'est que ça marche. Si nous, on préfère, c'est un peu comme, il y en a qui préfèrent faire de la terre, il y en a qui préfèrent travailler avec de la peinture, d'autres du collage, d'autres qui préfèrent chanter. Ben, c'est un peu pareil pour moi. Il y a un peu des fondamentaux, et puis après, chacun, en fonction de ses affinités, de ses rencontres. Donc, je ne comprends pas trop les batailles de chapelle, et je vois des gens qui sont un peu comme moi. Enfin, c'est la sensation que ça m'a donné en rencontrant Sophie de Coster. Et puis après, moi, par exemple, je vois, il y a un groupe Facebook qui s'anime, qui est très animé, où les gens demandent des conseils, des recommandations d'autres thérapeutes, et ça marche super bien. Et moi, je trouve ça vraiment super aussi. Donc, voilà, quand on fait des formations, on peut avoir été formé dans différents organismes de formation ou en supervision, venir d'un peu partout, et pourtant ça marche. Voilà, il n'y a pas... On vient de plein d'écoles différentes, et ça ne change rien. C'est des êtres humains qui sont là. Mais oui, il y a quand même un langage commun et une façon commune d'être, de se montrer, d'être sensible, de poser des questions, d'être attentif, où je trouve que oui, il y a une vraie communauté. Et dont je me sens en faire partie. En tout cas, moi, j'ai envie d'en faire partie, je contribue dans ce sens, j'ai envie de contribuer dans ce sens. Il y a beaucoup, d'ailleurs, dans les écouteurs de rue, la plupart des thérapeutes sont des gestalt thérapeutes, même s'il n'y a pas que, et ce n'est pas mon souhait qu'il n'y ait que des gestalt thérapeutes, pour justement être comme ça très ouvert sur d'autres pratiques. Mais oui, elle existe, cette communauté. Quel est ton next, Séverine, dans ta pratique, et quel est le next que tu souhaites à la Gestalt thérapie? Alors, mon next, je ne sais pas. Je ne sais pas bien. Je crois que je vais me poser la question là, sur cette fin d'année. Moi, je suis en cours de certification. Enfin, je suis sur la finalisation, donc j'ai un écrit à rendre et à produire sur les images mentales. Voilà, j'aime bien mon sujet parce que je trouve que ça fait un peu justement le lien avec ce que je suis, et j'ai envie de donner envie à mes camarades de travailler avec ça, avec les images intérieures. Donc, il y a ça à faire. Il y a reprendre les groupes d'art et de thérapie, enfin de gestalt et d'art, parce que ce n'est pas art-thérapie, mais c'est gestalt et art que j'avais arrêté avec le confinement, où ça me permettait de faire du groupe. Voilà, l'envie de faire du groupe. Ça serait un peu ça, mais c'est déjà pas mal. Il y a quelque chose qui est présent depuis très très longtemps, depuis enfant, qui est écrire. J'aimerais bien écrire. Je ne sais pas si je suis spécialement douée, mais en tout cas, j'aimerais, dans le sens de toujours pareil, transmettre, parce que quand je lis des gens, même, il y a par exemple une femme qui s'appelle Janie Ryan, qui est américaine et qui a écrit sur ses Art Gestalt Experience. Et en fait, moi, elle n'est plus là aujourd'hui, mais j'ai son livre. Et je trouve qu'elle a fait un travail génial autour de l'art et de la Gestalt. Et si elle ne l'avait pas écrit, j'aurais rien. Alors que là, ça me donne un ancrage. Donc, je me dis, bon, voilà, c'est pas... Il y a des gens qui écrivent super bien. Moi, j'ai peut-être pas ce talent-là, mais au moins de pouvoir laisser quelque chose, parce que c'est vraiment précieux. Donc, voilà, il y aurait ça. Et puis, pour la Gestalt, le travail dans le champ social, c'est-à-dire qu'être écouteur de rue ou être psy du cœur, parce que les psys du cœur, ils font un peu ce travail-là, je trouve. Par exemple, Florence Lagougine, qui est une des fondatrices, c'est quelqu'un qui m'inspire aussi en figure, que je trouve humainement, à chaque fois qu'on s'est parlé, il n'y a pas de rivalité, il y a un accueil, enfin voilà, on se parle
comme si on s'était toujours connus, et j'apprécie ça énormément. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'inspirant aussi pour moi, même si on s'est connus après, une fois que les écouteurs ont été créés, je ne la connaissais pas avant. Et donc, ce travail dans le champ social, c'est-à-dire pouvoir mettre des gestalt thérapeutes à des endroits où il n'y en a pas, dans l'entreprise, dans les structures institutionnelles, dans la rue, dans les écoles, je crois que c'est aussi montrer qu'on est des gens sérieux, bien formés, et un peu révoquer les décisions qui avaient été prises par les Midiluves là, dans les années 90. Arrêter, qu'on pense que la gestalt thérapie, c'est une thérapie comportementaliste à court terme, mais qu'on soit reconnu comme étant des vrais psychothérapeutes et des personnes voilà, qui sont même parfois mieux formées, hein, parce qu'il y a de l'expérience, parce que c'est des gens qui arrivent plutôt vers la cinquantaine à être thérapeutes qu'au sortir de l'école, avec beaucoup de pratique. Je voyais Boris Cyrulnik et puis Michel Sylvestre qui faisait une conférence, qui disait ça. Il disait aujourd'hui, il faudrait qu'on mette la pratique au cœur de la formation, le trauma aussi. Donc voilà, moi c'est ce que je souhaite à la Gestalt, de pouvoir peut-être se concentrer sur voilà, plutôt que de se battre entre nous, de se souder les coudes et de faire en sorte que voilà, qu'il y ait une forme de reconnaissance du sérieux et de l'application et de l'implication des gestalt thérapeutes, parce que bon, quand même, le travail personnel, la formation qui dure toute la vie, la supervision, je trouve que c'est un engagement qui est très fort. Voilà. Et c'est vrai que moi, je suis fière d'être gestalt thérapeute, vraiment, très fière. J'ai fini mes questions, Séverine. Est-ce qu'il y en a une que je ne t'ai pas posée? Est-ce que tu as envie de compléter, de rajouter quelque chose? Est-ce que tu as pu dire pour clore? Oui, voilà, comme on est comme ça dans le flow, moi, j'anticipe pas trop. J'espère simplement voilà, qu'il y a des choses qui peuvent intéresser d'autres personnes. C'est toujours mon souci. C'est vrai que je me dis, c'est une chance, encore une fois, un privilège d'avoir la parole. Hein, et finalement, la parole que tu m'accordes là, je le sens comme un privilège. Donc, c'est voilà, être certaine que, en tout cas, ces prises de parole, elles ont du poids ou du sens, ou qu'en tout cas, elles peuvent être utiles, parce que finalement, voilà, moi, je vais bien, j'aimerais que ça soit utile pour d'autres qui entendent. Voilà. Je reste avec ça. Je pense que en regardant, je me dirais oui ou non, ou peut-être, mais voilà, c'est ce souci-là qui est une trace pour l'avenir, pour d'autres. Une autre forme de transmission. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec et puis peut-être un privilège pour moi. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien le côté comme ça, quand on remercie. Ouais. C'est une... Merci.